Les premiers enseignements, c'est quoi? C'est d'abord une bonne surprise quant à l'image du commerce et des commerçants. On a aujourd'hui entre 70 et 80% des Français qui ont une bonne image, à la fois du secteur et puis de ces porte-paroles que sont les commerçants en eux-mêmes. Donc ça, c'est un premier bon résultat. Alors je vais juste le minorer un tout petit peu, c'est que quand on creuse le questionnement, on a en fait seulement entre 10 et 15% des gens qui ont une très bonne image du commerce et des commerçants. Donc vous voyez qu'on a une forme de bienveillance de l'opinion à l'égard du commerçant, pour autant il y a encore à convertir une partie de cette population-là. Ça, c'est un premier indicateur qui est positif. Deuxième indicateur positif, on a demandé aux gens, est-ce que si vous étiez en situation de devenir un jour commerçant, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ou pas, faisant totalement abstraction de leur situation présente. On a 40% des gens qui nous disent oui, ça m'intéresse à titre personnel. Et plus encore, pour mes enfants, ça intéresserait 2/3 des Français. Donc là aussi, ce sont des indicateurs très positifs de l'attrait, de la popularité du métier de commerçant. Alors on peut se demander pourquoi cette notoriété. Il y en a plusieurs raisons. Je pense que d'abord le commerçant incarne une notion de proximité intéressante. C'est aussi quelque part l'idée, pour paraphraser un peu un néo-président américain, le Yes I can, c'est-à-dire je peux devenir moi entrepreneur à mon niveau et réussir. Et puis je crois aussi que ça c'est quand même tant mieux aussi pour l'image, c'est assez connoté avec une forme de réussite commerciale, économique, individuelle et une forme de liberté. Et ça, je crois que ce sont les fondamentaux de la bonne image du métier du commerce aujourd'hui. Les réponses quant à, disons, l'équilibre du plus de commerce ou moins de commerce qu'il y a quelques années sont en tout cas plus équilibrées. Elles sont même d'ailleurs légèrement déficitaires, les gens pensant majoritairement qu'il y a moins de commerce qu'il y a quelques années. C'est vrai notamment dans certaines catégories de population, par exemple les personnes qui habitent en zone rurale ou les personnes qui sont les plus âgées, qui ont le sentiment, elles, plutôt d'un déclin relatif, en tout cas, et tel que perçu, du secteur du commerce, cette diffusion des petits commerçants sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est effectivement un phénomène sur lequel il faut être assez attentif, parce que justement, ce lien de proximité, il s'alimente de manière très concrète par la capacité qu'a un individu à trouver un commerçant dans sa proximité. Quant au développement durable, on est sur à la fois le constat d'efforts qui sont faits par la profession et qui sont bien notés, jugés importants, et puis aussi des attentes très fortes. C'est-à-dire que c'est lorsque vous mettez en place des démarches positives quant au développement durable, par exemple sur le transport, sur les sacs plastiques par exemple, ça peut vous paraître totalement anodin et assez neutre. En réalité, dans l'esprit des gens, c'est ce qui impacte. Les gens sont très attentifs à ces notions de proximité et de capacité à mettre en œuvre leur propre volonté et souhait d'adhérer à une démarche de développement équilibré. Et le commerce est un vecteur intéressant pour ça, parce qu'il permet justement aux consommateurs de mettre en pratique ses propres aspirations. Quant à la crise actuelle qui, c'est vrai, occupe beaucoup les esprits, les médias, on a donc chez Ipsos développé un outil qui s'appelle Ipsos Economic Crisis Monitor, pour être un peu jargonneux, et qu'on fait d'ailleurs non seulement en France, mais dans 6 pays dans le monde, enfin les 5 principaux pays européens et les USA. Et effectivement, on interroge à la fois sur la dimension citoyenne, sur la perception du moral du consommateur et puis son application très concrète, et en listant par exemple une liste de 70, 80 types de produits, une quinzaine de types de points de vente par exemple, et on se rend compte de 2 choses, enfin au moins de 3 choses. D'abord que le moral n'est pas bon, ça c'est indéniable, que d'ailleurs la crise ne remonte pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, à ce qu'on a pu nous penser, sondeurs, à novembre-décembre, mais qu'elle est sans doute bien plus ancienne. D'une part, que la prospective est négative, c'est-à-dire que quand on demande aux gens est-ce que c'est une crise qui va durer plusieurs mois ou plusieurs années, il faut savoir que quasiment 50% des gens, quel que soit leur pays, pronostiquent une crise qui va durer plusieurs années. Donc les gens qui vous annoncent une sortie de crise fin 2009, on en entend beaucoup moins maintenant, hein. Mais courant 2010, les gens ont plutôt tendance à considérer que c'est un pronostic un peu optimiste, c'est un euphémisme. Et puis effectivement, très concrètement, on voit certaines catégories de produits perdre disons
de l'intérêt de la part des consommateurs et effectivement la mise en route d'une stratégie, alors est-ce que c'est une tactique, disons, du consommateur qui porte sur certaines catégories de produits ou certains types d'activités, par exemple le fait de sortir à l'extérieur en dehors du domicile pour aller au restaurant, pour fréquenter, pour avoir des loisirs, etc. Ce sont des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus fragilisées qu'elles ne le sont en période entre guillemets normale. Et juste vous donner un indicateur, un des seuls produits dont on constate une montée en puissance, ce sont aujourd'hui les produits surgelés. Voilà, tout simplement, ça c'est une petite anecdote, mais parce que voilà, on est plus sur une stratégie, disons, attentiste et tournée vers la sécurité que vers quelque chose de extrêmement dynamique, positif et optimiste. C'est très compliqué pour les marques, hein, parce qu'il faut à la fois tenir compte des aspirations du consommateur, qui sont quand même aujourd'hui toujours tournées vers la sécurité qu'apporte une marque. Et en même temps, il faut se mettre au niveau des attentes du consommateur. Et dans un circuit de concurrence assez fort, où vous avez des marques, par exemple distributeurs, qui vont jouer sur le prix. Donc la stratégie que les marques développent aujourd'hui, c'est une stratégie très tournée vers la promotion. Bon. Ça peut marcher à court terme. Sur le moyen terme, c'est un peu plus compliqué parce que, à force d'accumuler les promotions, quelque part, vous dévalorisez la valeur du produit. Et ça, c'est très important parce que c'est le capital de la marque. Et il faut faire attention à ne pas abîmer ce capital-là parce que vous le dévalorisez concrètement. Les marques ou les produits boudés, pour reprendre une expression un peu triviale, c'est un peu abusif. Alors les marques, j'en parlerai pas. En tout cas, les produits, tout ce qui est par exemple lié à des choses considérées comme futiles, ou en tout cas dont l'achat peut être et le renouvellement peuvent être retardés. Par exemple, je vous prends un exemple très concret, tout ce qui concerne les loisirs et le sport, les chaussures de sport, les vêtements de sport. Ça, ce sont des choses qui sont jugées importantes, mais pas non plus primordiales. Et donc, dans l'anticipation d'achat et de renouvellement, on est plutôt vers l'idée d'un décalage. Ça, c'est très, très important. Il y a d'autres catégories de produits qui peuvent être touchés, dans l'alimentation, par exemple. Et souvent sur des produits qui sont considérés comme chers. Les fruits et légumes, par exemple. Ça peut être un point important. Alors, nous, on fonctionne en tant que sondeur sur du déclaratif. Mais ce déclaratif-là, même s'il n'a pas valeur, si vous voulez, de choses absolument tangibles d'un point de vue économique, c'est quand même intéressant de voir le développement tactique des gens. Et l'autre protocole d'enquête que nous avons développé chez Ipsos, que nous développons chez Ipsos, c'est l'idée de suivre le consommateur dans sa démarche d'achat. Et donc on accompagne le consommateur après une première phase d'interview sur le lieu de vente et on regarde ce qu'il met effectivement dans son panier et quels sont ensuite les arbitrages qu'il développe pour étayer son comportement. Et ça c'est intéressant parce que ça conforte l'idée qu'on est dans une phase de reconfiguration de la consommation au niveau le plus accessible possible pour les gens.